Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale 19 mars, fête de la victoire. Ce soir, on va débattre justement de l'histoire des accords d'Évian et ses conséquences sur l'avenir de l'Algérie indépendante. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous par téléphone M. Zindine Qassimi, chercheur en histoire, qui interviendra justement pour parler des accords d'Évian, du rôle des diplomates algériens, mais aussi des conséquences justement sur l'histoire et la révolution algérienne. Nous allons également débattre de ce sujet avec notre journaliste spécialiste en histoire, Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Interviendra également par téléphone de France, Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, politologue français, qui débattra justement du côté français, la version des accords d'Évian, mais également discuter des dernières déclarations du président Macron sur le 19 mars et aussi les conséquences des accords d'Évian sur les relations algéro-françaises. Avant de commencer le débat, nous allons voir ce sujet qui a été préparé justement par Sofiane Baroudi sur les accords d'Évian le 19 mars 1962. Évoquer la victoire éclatante de l'Algérie combattante à Évian ne pourrait être complet sans évoquer les parcours extraordinaires de jeunes révolutionnaires devenus diplomates de haute volée au service de la cause universelle de la libération des damnés. Karim Belkacem, président de la délégation du GPRA, a la particularité de concentrer l'essence du mouvement national algérien. Chef révolutionnaire reconnu et dirigeant du bras politico-militaire de la Révolution depuis son aube, ce grand personnage historique démonte à lui seul les faux clivages et incarne l'unité combattante du politique et du militaire au service des aspirations populaires. Mohamed Siddiq Ben Yahya, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, porte fièrement son nom. Pour sa part, un militant droit dans ses principes. Sa maîtrise du droit, jumelée à son parcours de lutte, en ont fait un acteur clé des processus politiques les plus périlleux de la seconde moitié du XXe siècle. Parcours éclatant inauguré au bureau du FLN à New York, dont l'objectif était de faire connaître la cause algérienne au monde entier et de mobiliser les organisations de défense des droits humains contre les crimes coloniaux. Cette représentation sera le noyau de la future délégation de la République algérienne démocratique et populaire, entrée à l'ONU comme membre à part entière quelques mois après la victoire à Évian, dont Ben Yahya est l'un des grands artisans. Reda Melk était lui le porte-parole de la délégation. Il a assuré l'énorme tâche de la communication, animant les points de presse et s'occupant brillamment d'expliquer à l'opinion publique internationale la lutte du peuple algérien et les exigences de ses représentants à Évian. Ce grand homme d'État a assurément marqué de son sceau l'Algérie indépendante et sa République démocratique et populaire, dans les moments de joie comme dans les moments de doute. La carrure des figures algériennes est à la hauteur du génie révolutionnaire, résistant au temps et s'inscrivant en raison stratégique forgée dans le roc des principes historiques arborés fièrement par un peuple à la combativité proverbiale et aux principes intangibles. Voilà. Ce reportage, justement, revient sur l'impact historique des accords d'Évian. Sofiane Baroudi, vous avez réalisé ce reportage. Aujourd'hui, 60 ans après, quel est l'impact de ces accords sur les relations historiques entre la France et l'Algérie ? Déjà, les accords d'Évian comme fait politique sont un fait politique un peu non conventionnel, original dans le paysage diplomatique international à l'époque, en plein milieu du XXe siècle. Et ce qui en ressort, c'est que c'est un texte qui a été beaucoup décrié par tous les camps, mais 60 ans après, on peut dire fièrement que les accords d'Évian ont été un pas stratégique de la libération, pas seulement de l'Algérie, mais aussi de la transformation des rapports internationaux et d'un rééquilibrage du monde qui est en train de s'opérer maintenant, on le voit sous nos yeux, vers un monde multipolaire et un changement de système radical. Je pense que justement la diplomatie algérienne, qui était une diplomatie alternative, organisée par des révolutionnaires en réalité qui viennent de milieux disparates, qui ont été confrontés à des diplomates chevronnés venant d'un milieu bourgeois préparés à ce genre de négociations. Et ce qui a été qualifié, à tort à mon avis, comme étant un compromis politique à l'époque, s'est révélé comme étant une victoire
stratégique pour le peuple algérien, mais pas seulement pour le peuple algérien, ça a ouvert un cycle, si vous voulez, pour tout le tiers-monde combattant à l'époque, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça forge les principes fondateurs de l'action internationale de l'Algérie, mais pas seulement, d'autres grands États qui défendent un monde multipolaire. Alors, pour les Algériens, c'est la fête de la victoire, mais pour les Français, c'est une défaite historique. Pourquoi les Français considèrent justement, à ce jour, justement, dans les reportages, dans les documentaires, comme les accords du 19 mars, qui sont des accords entre des négociateurs français et algériens, qui ont débuté d'ailleurs le 5 mars 1961, avec la délégation conduite par Karim Belkacem. Pourquoi, à ce jour, les historiens et même les politologues français considèrent que c'est une défaite historique pour la France? En fait, en France, la date du 19 mars est symboliquement très très clivante et encore politiquement très pesante jusqu'à aujourd'hui. Ça marque historiquement le début de la guerre civile déjà entre les Européens et les Français, les forces françaises d'Algérie. Par exemple, il faut savoir que le maire d'Évian a été brutalement assassiné par l'OAS parce que justement ce qu'on appelle les ultras. Juste après justement les accords, il a été assassiné par l'OAS. Juste à l'annonce du fait qu'il y ait des pourparlers algéro-français, le maire a été assassiné parce que le camp des ultras, justement, certaines extrêmes droites très très dures, proches des milieux militaires, qui ont donné après dans le rang entre guillemets et l'OAS, n'a pas accepté même le fait de négocier avec des représentants des musulmans d'Algérie parce qu'ils avaient d'autres desseins déjà. Par exemple, on peut citer par exemple plusieurs solutions politiques qui étaient en France avancées par différents camps de l'extrême droite ou alors par les conservateurs. Par exemple, maintenir une présence algérienne en créant par exemple des cantons européens, ce qui a été refusé par la délégation algérienne à Évian. Et même plus loin que ça, les Européens ultra d'Algérie voulaient quasiment créer un modèle à la sud-africaine ou alors à la chypriote avec une société à domination confessionnelle, en tout cas maintenir un statu quo, et ils ont refusé ça d'une manière très virulente. Par exemple, il y a eu les épisodes franco-français à la rue d'Isly ou alors à Bab el Oued qui sont encore aujourd'hui au cœur du débat. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron est revenu dessus récemment. Ça montre la virulence justement de ce clivage qui reste juste au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi un petit détail sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que la simple négociation à partir du 1er novembre 1954 entre les différents exécutifs de la 4e République, le simple fait d'entrer en contact avec des représentants du FLN faisait chuter les gouvernements. Ça a été le cas pour Mendes France, ça a été le cas après pour Guy Mollet et ça a été aussi le cas pour Bourges Monory. Les trois gouvernements ont chuté parce qu'il y a eu des procédés de pourparlers secrets qui étaient entamés dès 1955 et qui n'ont pas été acceptés, notamment par les milieux d'ultra dont je viens de parler. Nous avons avec nous en direct par téléphone M. Qassimi, professeur, chercheur en histoire, qui justement intervient beaucoup sur la question des archives. M. Qassimi, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je suis avec vous. Très bien. Monsieur Qassimi, le président de la République, dans son dernier message sur la célébration du 19 mars, il a déclaré que l'Algérie réclamait toujours de récupérer les archives de la période coloniale, les informations sur le sort des disparus de la guerre de libération, mais également des dédommagements pour les victimes des essais nucléaires entre 60 et 66. C'est exact. D'abord, je vous remercie pour la thématique et je remercie M. Sofiane Baroudi et notre invité de France. Pour la question des archives, c'est une question assez chaude entre l'Algérie et la France. On revient toujours sur cette question. Donc, le président de la République a toujours réclamé réclamer ces archives auprès de l'Élysée, bien sûr, parce que ces archives, pour nous, ils sont très importants. Très importants non seulement c'est-à-dire sur le point, sur la guerre de libération nationale, mais sur toute la période coloniale. Maintenant, le sort des archives, il est en train de se décider à plusieurs reprises d'une manière unilatérale, comme on le voit, c'est-à-dire des décisions émanant de la part de France. À chaque fois, il y a une décision qui concerne les archives, mais sans consulter l'Algérie. L'Algérie réclame la propriété de ces archives elle-même. C'est-à-dire c'est des archives qui concernent l'Algérie, qui sont faites dans la période coloniale en Algérie. Donc la propriété des archives revient à l'Algérie.
non comme le prétendent les dissidents de France, que c'est des archives qui appartiennent à la France. Sachant que ces archives, il y a deux sortes d'archives. Il y a des archives, par exemple, des archives qui concernent les Algériens, qui sont faits par des Algériens, qui sont faits par les PC de Wilaya, par exemple, pendant la période coloniale. Il y a d'autres archives qui sont faites par l'administration coloniale, bien sûr. Là, ça veut dire les archives peuvent nous éviter beaucoup de douleurs, beaucoup de malheurs. Par exemple, celles qui concernent les cartes de mines sur les lignes que la France avait posées, la France coloniale avait mis sur les frontières de l'Algérie. Donc, il reste encore des victimes qui sont au jour du jour, c'est-à-dire qui sont victimes de ces mines. En plus de ça, nous avons aussi ces archives qui sont c'est-à-dire qui déterminent aussi beaucoup beaucoup sur l'avenir, il détermine l'avenir des disparus. On peut aller c'est-à-dire à l'avant en connaissant le sort des disparus algériens, soit avant 1954, c'est-à-dire depuis 1830 à 1954, Monsieur... soit les disparus de la guerre de libération nationale. Ainsi, nous devons aussi signaler la nécessité d'indemnisation. D'abord, en premier lieu, les victimes des essais nucléaires, parce que les essais nucléaires, c'est des essais d'abord qui ont été interdits par des lois internationales à l'époque déjà. Donc, ces victimes doivent être Monsieur Qassimi, oui, vous m'entendez? Monsieur Qassimi, oui. Je voudrais revenir un petit peu, si vous permettez, concernant ce qui a changé ou ce qui a avancé entre ces dernières années concernant les concessions françaises concernant les archives. Le président français a déclaré que il y a eu la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin. Il y a eu également une cession d'une partie des archives. Est-ce que la France fait parfois des petits pas pour faire avancer la reconnaissance mémorielle? Oui, on le constate. Ces petits pas sont constatés, bien sûr. Ils sont constatés, c'est-à-dire soit par les chercheurs algériens, soit par le gouvernement algérien, soit par les chercheurs, quelques chercheurs français. Seulement que ces pas-là restent timides. C'est des pas timides parce qu'ils sont unilatéraux. Et ils sont aussi des pas, c'est-à-dire très très sélectifs, comme on l'avait déjà signalé à plusieurs reprises. C'est des pas sélectifs. Maintenant, il reste à savoir l'archive dans son intégralité, l'archive dans sa totalité, qui doit être léguée à l'État algérien. Elle doit être léguée à l'État algérien, non seulement mis au profit de tout passant dans les centres d'archives, non seulement mis aux chercheurs qui sont avertis pour utiliser plus ou moins les outils nécessaires dans la recherche historique, mais ils sont faits, ils sont mis, c'est-à-dire devant les passants, devant ceux, même les curieux qui veulent consulter les archives sans être averti de quoi s'agit un document qui est mis dans le centre d'archives. Là, je voudrais revenir. Lorsqu'on met une partie d'archives et on dissimule la partie qui complète l'explication de la première, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas le dossier complet d'archives qui nous permet de comprendre la situation de l'époque, la situation d'un événement bien précis. Si je mets ma partie des archives judiciaires uniquement, et je ne mets pas une autre partie qui complète cette partie de la première qui est mise devant le chercheur, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas avoir les données complètes sur toute la vie de la société algérienne ou ce qui s'est passé à l'époque même ou dans un lieu quelconque d'une circonscription concernée par cette archive. Voilà. Maintenant, les pas sont louables. Quel que soit le pas qui est mis, il est louable.
Seulement, on doit être averti pour nous, sachant et en connaissant la matière d'archives, comment Monsieur Qassemi, elle est lue. Monsieur Qassemi, je vous remercie pour votre intervention. Restez avec nous pour poursuivre ce débat. Je vous laisse regarder ce sujet justement sur le génie de la diplomatie algérienne durant les accords du 19 mars 1962. Et on revient après avec l'intervention notamment de Léopold Lambert, directeur de la revue Félombélis, pour débattre de la position française concernant ces accords. 60 ans après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la victoire algérienne est éclatante. Le recouvrement de l'indépendance nationale et l'édification de l'État algérien démocratique et social, comme souhaité par la génération du 1er novembre 1954, est aujourd'hui un fait irréfutable. Dans un message adressé à la nation et célébrant sa victoire historique, le président de la République l'exprime clairement et sans ombrage. Je cite, « L'Algérie demeure fidèle au serment des Chouhada et va de l'avant sur la voie tracée par de vaillants moudjahidines et des nationalistes dévoués, à l'abri des épreuves et loin des nostalgies et des espérances illusoires, nourris par des esprits malades qui se font le relais d'un système culturel et intellectuel raciste et colonial, mu par une inclination à l'esclavage des peuples et au pillage de leurs ressources. Le temps est ferme et ne laisse aucune place au doute. La lutte contre la corruption est proclamée comme une priorité en Algérie afin de redonner confiance à une jeunesse qui a démontré, s'il le fallait, son grand patriotisme ainsi que son attachement à la construction et à la défense des institutions de l'État national souverain à l'ombre de la justice sociale et de la solidarité, connue pour être une vertu algérienne. Le président Tebboune rappelle également l'attachement de la République à la préservation de la mémoire collective dans l'esprit d'un Didouche Mourad, martyr de la Révolution appelant le peuple à défendre les mémoires de nos glorieux combattants. La République démocratique et populaire d'Algérie, par la voix de ses plus hautes autorités, revendique et compte continuer d'assumer sa responsabilité dans, je cite, la collecte de tous ces éléments, qu'ils soient disponibles à l'intérieur du pays, à l'instar des témoignages de Moudjahidine, des manuscrits des monuments historiques, des enregistrements audio ou vidéo et des films documentaires, ou à l'étranger, par la récupération des archives de notre pays datant de la période coloniale et des crânes des symboles de la Révolution populaire, de la trempe de Chérif Boubrela et de Cheikh Bouziane. Pour rappel, l'Algérie réclame toujours la restitution de l'intégralité des archives, ainsi que des œuvres artistiques, des reliques archéologiques et autres pièces appartenant à la mémoire collective algérienne, toujours retenues dans des musées ou détenues dans des collections privées de l'autre côté de la Méditerranée. Les questions mémorielles sont au centre des préoccupations populaires et au cœur de l'action politique à Alger. L'Algérie s'impose par son histoire millénaire, sa géographie, sa jeunesse exemplaire, ses principes salutaires et son aura comme un acteur géopolitique incontournable sur l'échiquier complexe de la recomposition internationale. Les questions algériennes, pour leur part, demeurent un axe incontournable des enjeux politiques et du jeu partisan à Paris, où les discours racistes font légion dans une conjoncture critique. Le poids de l'histoire se fait lourdement sentir à la veille d'un scrutin présidentiel à haut risque sur un vieux continent, plus que jamais marchant sur des charbons ardents. Voilà, c'était un sujet de Sofiane Baroudi qui est avec nous sur le plateau. Sofiane, aujourd'hui, les conséquences des accords d'Évian sont importantes pour la question de la mémoire sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Elles sont très importantes, mais on notera le manque, si vous voulez, d'engagement résolu de la part du camp français qui, par exemple, sur la question des archives, reste un peu circonspect par rapport aux revendications algériennes qui demandent bonnement et simplement la restitution de toutes les archives qui concernent l'Algérie, qui sont la propriété du peuple algérien. Sur d'autres questions aussi, il y a, si vous voulez, la politique des petits pas qui mène vers beaucoup d'impasses, qui bloquent aussi les relations bilatérales algériennes. Du côté algérien, par exemple, les questions mémorielles sont très importantes, mais elles sont prises en charge par la société. Le problème, c'est que de l'autre côté de la Méditerranée, ces questions-là sont prises en charge par des groupes politiques qui sont des groupes politiques, parfois qui, si vous voulez, observent une forme d'action violente. Je citerai notamment l'extrême droite raciste et particulièrement islamophobe en ce moment, qui menace, y compris la Ve République, si vous voulez, d'effondrement ou alors de conséquences violentes en lien avec l'échéance électorale, mais en lien aussi avec le fait que la question mémorielle n'ait pas été résolue en France. En Algérie, cette question
elle a été reprise par la société civile, elle a été reprise par la jeunesse et ça a été démontré d'une manière éloquente. Les Algériens ont fait nation et ont démontré que la mémoire n'était plus, si vous voulez, juste une mémoire traumatique, comme ça a été le cas pendant un moment. Il y a eu une résolution vers, si vous voulez, l'ouverture de perspectives stratégiques à partir des acquis de l'histoire. À Paris, c'est autre chose, malheureusement, pour le moment. Ça reste au cœur des clivages politiques. Alors, justement, puisque vous parlez de Paris, nous avons en direct avec nous par Skype Monsieur Léopold Lambert, directeur de la revue Félon Bélis. Monsieur Lambert, vous êtes là avec nous? Très bien. Alors, la question de la mémoire reste toujours vive entre Paris et Alger, surtout en ce qui concerne la guerre d'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, les accords d'Évian sont considérés comme un pan important de l'histoire des relations historiques entre les deux pays? Oui, déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Et écoutez, moi, je peux parler un petit peu de ma position, c'est-à-dire c'est pas nécessairement une position d'expertise quelle qu'elle soit, mais je pense que effectivement, de toute façon, qu'on le veuille ou non, les accords d'Évian et la victoire de la révolution algérienne sont un fait absolument central dans l'histoire du XXe siècle en France. Ce qui est peut-être l'enjeu du futur, c'est un petit peu ce que je disais un peu plus tôt dans la journée à votre édition anglophone. C'est lorsqu'une génération en France sera à même de réaliser que la victoire de la révolution algérienne est une victoire pour elle-même également. C'est-à-dire, quand on décolonise pas juste les colonisés, on décolonise les colonisateurs aussi. Donc aujourd'hui, on est encore dans une continuité des logiques coloniales, tant d'un point de vue idéologique que d'un point de vue même opérationnel. C'est-à-dire, par exemple, si on parle par exemple de la diaspora algérienne en France ou de manière plus générale des diasporas issus des anciennes colonies françaises qui sont aujourd'hui en France, voire même des colonies européennes, parce qu'on peut sans doute trouver d'autres diasporas qui ne sont pas directement liées au colonialisme français. Leur relation avec l'État et en particulier avec le bras armé de l'État que représente la police montre bien que les logiques coloniales sont toujours à l'œuvre. Donc tout l'enjeu et peut-être selon moi moins cette espèce de politique de ce que vous appeliez, Sofiane, les petits pas, et plus vraiment un changement de paradigme total dans la manière dont on perçoit les victoires contre le colonialisme français comme nos propres victoires également. Alors, Monsieur Lambert, le président français Emmanuel Macron a parlé aujourd'hui justement il plaide pour un apaisement des mémoires entre les deux rives de la Méditerranée. Comment justement la France considère ou plaide pour un apaisement quand on sait que certains crimes ne sont pas reconnus? C'est vrai qu'il y a eu un pas ou un petit pas qui était la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, mais durant la bataille d'Alger en 1957, il y a eu plus de 4000 disparus et plusieurs centaines de morts, pour ne pas dire des milliers de morts, que la France ou l'armée française n'a pas reconnu. Il y a également les événements et les massacres du 8 mai 1945 qui ne sont même pas inscrits dans le manuel scolaire des Français, mais aussi tous les massacres antérieurs à 1954 depuis 1830. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'apaisement quand on ne reconnaît pas tous les crimes de la colonisation? Non, je pense qu'effectivement ça n'a pas vraiment de sens, notamment parce on fait un pas en avant et un pas en arrière. Peut-être sur l'assassinat et la torture de Maurice Audin, le mot qui était peut-être intéressant quand même venant de la présidence française, c'était le mot de système, parce qu'effectivement c'est un petit peu ce qui tente à manquer parfois dans la reconnaissance, même dans celle du 17 octobre 1961, la manière dont Emmanuel Macron a fait porter le chapeau à Maurice Papon de manière très opportuniste, parce qu'en plus Papon avait déjà été condamné pour complicité pour crime contre l'humanité au moment de l'occupation nazie. Donc c'est clair qu'on est dans une reconnaissance qui est toujours bien en deçà de ce qu'elle devrait être. Et effectivement, vous avez tout à fait raison
de parler de 1945 et même d'avant, parce qu'en fait, il est vrai que de plus en plus de travaux, notamment universitaires ou intellectuels, sortent de ce côté-là de la Méditerranée, que ce soit de chercheurs blancs français ou de la diaspora algérienne ou d'autres chercheuses et d'autres chercheurs sur la révolution algérienne elle-même. Et donc, il y a peut-être une connaissance qui est un petit peu plus... disons, un imaginaire autour de la révolution algérienne qui peut évoluer de ce côté-là de la Méditerranée, mais effectivement, quand on parle des massacres du 8 mai 45 et des jours qui ont suivi, ou bien de la politique génocidaire de ce qu'on appelle ici la pacification de l'Algérie dans les décennies qui ont suivi l'invasion de la régence d'Alger, effectivement, on se heurte à une ignorance absolue de ces faits-là. Donc, il y a encore énormément de travail à faire, et c'est pas juste au niveau de la classe politique qui, enfin, je pense qu'on est pas mal à ne pas vraiment faire confiance, qu'elle soit d'extrême droite à même à la gauche. Moi, justement, d'insister sur un point essentiel, c'est le fait qu'en France, justement, il y a énormément d'ouvrages, énormément de documentaires et même de films sur la reconnaissance des crimes de la France et de la colonisation durant la présence entre 1830 et 1962. Mais c'est les politiques qui sont toujours réticents et même ferment la porte des discussions et de la reconnaissance mémorielle. Le 23 mars prochain, il y a justement un film sur Fernand Yvetot, un nationaliste algérien français qui a été guillotiné parce qu'il avait déposé une bombe dans son usine. Est-ce que ce film peut changer l'opinion française concernant la guerre d'Algérie? Alors, le film lui-même, je ne l'ai pas vu, donc il sortira le 23 mars. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Je n'étais pas forcément incroyablement convaincu, mais en revanche, j'ai lu le livre de Joseph Andras, dont est tiré le film, pardon. Il y a eu un précédent, il y a eu un précédent avec le film La Question, qui n'a pas eu l'impact escompté dans le milieu intellectuel français et même cinématographique. Oui, et puis les milieux intellectuels, bon, quelque part, c'est finalement quand on reste un petit peu à cette échelle-là, disons que peut-être que ça manque aussi de se propager à l'ensemble de la société, tout simplement. Mais justement, la littérature et le livre de Joseph Andras, lui, pour le coup, je pense, peut être effectivement utile à diffuser cet imaginaire-là. Mais bon, je pense qu'encore une fois, quand on parle de tout ça, on parle un petit peu encore une fois, des petits pas, et qu'il nous faut quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour faire reconnaître l'histoire, la violence de l'histoire du colonialisme français, et pas seulement vis-à-vis de l'Algérie, aussi sur le présent colonial français, que ce soit les politiques néocoloniales sur le continent africain qu'on appelle la France-Afrique, ou sur ce qui se passe toujours dans ce qu'on peut toujours appeler aujourd'hui les colonies françaises, à savoir les départements et collectivités d'outre-mer un petit peu partout dans le monde, et particulièrement en Kanakee, Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment l'exemple le plus proche de ce qu'a été le colonialisme français en Algérie. Voilà, merci Monsieur Lambert. Restez avec nous, on va revenir justement sur d'autres questions concernant les accords d'Évian. Je voudrais interpeller Monsieur Qassimi sur justement la question du dossier du Sahara, parce que le Sahara a été l'un des points culminants et importants des discussions lors des accords d'Évian. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question revient toujours dans les discussions françaises et même les historiens français comme, disons, un point qui a été largement discuté entre les négociateurs? La question du Sahara, oui, ça a été l'une des questions épineuses dans les accords. Surtout pour les essais, surtout, M. Qassimi, pardon, oui. C'est surtout concernant les essais nucléaires, et que la France refuse à ce jour justement de donner les zones qui sont contaminées par les essais nucléaires et l'effet de l'uranium sur le désert algérien. Sur les deux points qui concernent le Sahara, soit sur les richesses du Sahara, sans parler des indemnisations, des expériences nucléaires,
que la France avait faites au Sahara. Bon, au premier lieu, c'est-à-dire le Sahara a été une question épineuse dans les accords, les accords d'Évian. Nous avons vu le rôle de Saad Sahara et même les autres membres de l'organisation signalés dans le documentaire. Donc, surtout sur le point du Sahara, la France avait insisté et longuement insisté sur sa mainmise sur le Sahara. Quel que soit les votes. Donc, la délégation algérienne a montré donc sa détermination de faire libérer l'intégralité du territoire algérien. L'intégrité de ce territoire était une question intouchable pour la délégation. Mais bien sûr, il y a la question qui relève maintenant de questions internationales nucléaires. Parce que internationale, pourquoi? Parce que elle concerne l'Algérie en premier lieu, mais elle concerne aussi les pays limitrophes, les pays voisins, surtout les pays du Sud, qui sont des essais nucléaires. Juste à ce jour, donc, le conflit des archives, des manœuvres faites par la France à l'époque. Nous savons qu'en France, il y a une association des médecins, une association des anciens soldats qui ont été, ils étaient témoins de ces essais nucléaires et ils sont touchés par les conséquences de ces essais. Donc, c'est une association qui demande Monsieur Qassimi. de remédier. Monsieur Qassimi. Oui. Oui, Monsieur Qassimi, laissez-moi vous montrer un extrait justement d'une déclaration de Monsieur Reda Mialek, l'un des principaux négociateurs lors des accords d'Évian, qui intervenait justement pour parler du dossier du Sahara qui a été très largement discuté entre les négociateurs algériens et français. Venu comme ça, on discute du Sahara, De Gaulle est pragmatique, il se dit, bon, je vais garder le Sahara, les Algériens disent, nous voulons le Sahara, et ça discute. Et alors il y a eu un tas de propositions qui ont été faites là-dessus. D'abord, vous voulez le Sahara, bon, alors pourquoi ne pas laisser ça, faisons le référendum dans le Nord. Et après, lorsqu'il y aura un gouvernement algérien, etc., on organisera un autre référendum pour le Sahara. Elle dit non, pour nous, c'est l'intégrité territoriale, on ne joue pas avec ça. Lorsqu'il y a eu la rencontre de Lugain, écoutez, nous voulons que vous nous répondiez, une question presque préjudicielle, est-ce que vous êtes d'accord pour une intégrité territoriale? Comme ça, on peut discuter du reste. Alors là, on a commencé à tourner autour du pot, et il y avait des manœuvres dilatoires, on voulait discuter de ceci. On a abordé, Bilkar a abordé les questions économiques du Sahara, c'est intéressant. On le sent croire que peut-être que si on fait attention à ça, on pourrait avancer sur la question de la souveraineté. Et oui, ça. Mais sur le fond de ce dossier, il n'y avait pas d'avancée. Il n'y avait pas d'avancée. Alors, la délégation algérienne a dit, monsieur, on s'excuse, mais on ne peut pas continuer comme ça. On suspend, on vous dit au revoir. C'est pas possible. Alors là, ça a été la grande surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la délégation algérienne rompe. Or, pour la délégation algérienne, c'était rendre la monnaie de sa pièce à la délégation française qui avait, aux premières fois, renvoyé la délégation. Allez, votre programme, c'est du vent, disait Jox. Le programme du FLE, c'est du vent. Alors, on n'a rien à dire avec vous. Allez. Ah bon? Alors là, on a dit dans ce cas-là, on ne peut pas continuer comme ça, et on vous dit au revoir. Alors là, ça a été un coup très dur pour De Gaulle.
Voilà, c'était l'extrait du documentaire De Gaulle, la bombe et l'Algérie, documentaire de notre ami l'Arbi Ben Cheikha qui a accepté justement de nous accorder ces quelques extraits. Sofiane, le dossier du Sahara a été largement discuté lors des accords d'Évian et ça a été le point qui a tenu plusieurs jours pour que finalement les Français acceptent justement de la proposition algérienne. À l'époque, Karim Belkacem avait refusé la proposition de la paix des braves suggérée par Charles de Gaulle, justement, et il avait considéré que ça qualifiait cela comme l'appel de reddition. En fait, le dossier du Sahara pour la France est jusqu'à aujourd'hui un dossier, si et vous voulez... à l'époque, il n'y avait pas encore la découverte du pétrole. C'était juste les essais nucléaires. Mais il y avait déjà la découverte quand même de gisements pétroliers. Voilà, oui, mais ce n'était pas aussi important qu'il le pensait. On va dire qu'il comptait déjà sur le fait que le Sahara assure la sécurité énergétique de la France. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, techniquement, la France est encore dépendante du Niger, de l'uranium du Niger, donc toujours de la zone. Et j'y viens au raisonnement principal, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs subterfuges et stratagèmes de la délégation française pour faire passer la pilule du renoncement à l'intégrité territoriale qui est, comme on l'a vu, comme l'a déclaré Reda Malik Allah yarhamou, un dogme, si vous voulez, dans les négociations algériennes, c'est-à-dire on ne lésigne pas sur l'intégrité territoriale. La délégation française a présenté plusieurs projets pour essayer de masquer cela, par exemple par, si vous voulez, une forme d'attractivité économique, sur le fait qu'il y aurait des projets conjoints et qu'à terme, le Sahara reviendrait à la souveraineté algérienne, ou alors par le fameux projet de l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, qui concevait le Sahara comme étant non plus, si vous voulez, une zone africaine, mais comme étant une mer intérieure, que Paris voulait partager entre les différents riverains, entre guillemets. Et en cela, il y a eu, si vous voulez, certaines complicités, on va dire, régionales, qui ont essayé de priver l'Algérie de son Sahara en conceptualisant le concept de mer intérieure. Justement, l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, la Ve République a essayé de relancer ce projet-là bien après, en 2013, avec justement l'intervention au Mali. Oui, et beaucoup de spécialistes, je citerai notamment le géopolitologue Hamzat Boukhari Abala, qui est un spécialiste panafricaniste, dit que la volonté, si vous voulez, de Paris en 2013 de s'installer à nouveau dans la région saharienne, sahélo-saharienne, c'était de relancer le projet de Gaulle de l'Organisation commune des régions sahariennes pour déjà assurer la sécurité énergétique, mais aussi pour des considérations, si vous voulez, stratégiques qui sont claires, qui sont celles de la nécessité de toujours maintenir le néocolonialisme européen en Afrique. Alors, il y a eu un fait aussi technique et historique qui est mal connu des journalistes et même des historiens, c'est que la France a commencé ses essais spatiaux, c'est-à-dire lancement de fusées à partir de l'Algérie. Exactement. Donc c'est un épisode qui se rajoute aux essais nucléaires et qui se rajoute justement sur toutes les tentatives faites par la France pour sauvegarder toutes les bases importantes ou les zones importantes pour son avenir énergétique, comme vous l'avez dit, mais aussi économique. Et là, justement, j'aimerais aussi attirer l'attention sur quelque chose qui me paraît important en lien avec, si vous voulez, l'industrie de haute technologie française coloniale à l'époque en Algérie. Oui. Si vous voulez, la délégation du GPRA à l'époque, elle avait beaucoup de renseignements et beaucoup d'informations sur le complexe industriel, c'est-à-dire pétrolier, et aussi sur les essais spatiaux et nucléaires de la France. Et ça, c'est dû aussi à un travail, si vous voulez, par exemple, on peut citer le travail des renseignements de l'époque, de renseignements révolutionnaires qui ont été mis en place dans un contexte de guerre par les Algériens et qui sont arrivés par l'intermédiaire d'Algériens, mais aussi de certains Français, à avoir des renseignements assez approfondis et assez avancés sur le complexe militaire-industriel français qui leur a permis de négocier. Voilà. Sofiane, laissez-moi vous montrer un extrait justement toujours du documentaire de l'Arbi Ben Cheikha sur la déclaration de l'historien Mohamed Harbi sur la question du Sahara algérien. En mars, on apprend qu'une conférence franco-algérienne va se tenir à Évian. L'OAS réagit en assassinant à coups de bombe Camille Blanc, le maire de la ville. L'État français était en danger du fait de l'OAS et du fait aussi qu'une partie de l'armée appuyait l'OAS sans compter qu'il y avait
sur le terrain algérien une fusion entre l'armée et la colonie européenne. Voilà, c'était une déclaration de Mohamed Harbi sur l'OAS. Justement, l'OAS a été l'un disons, des ennemis des accords d'Évian. Il a tué le maire d'Évian, mais aussi a foutu un petit peu la pagaille après ces accords, considérant que c'était un petit peu une défaite pour les colons et tous les partisans de l'Algérie française. Justement, Reda Malek l'explique dans son livre sur les accords d'Évian et les négociations secrètes entre l'Algérie et la France. Il explique que les deux questions principales, en réalité, c'était du côté français un attachement d'une façon ou d'une autre à maintenir une position dominante d'ordre même néocolonial sur le Sahara, mais c'était aussi la question des Européens d'Algérie, qui était une question au centre des préoccupations de la Ve République de Gaulle, parce qu'elle était utilisée virulemment, notamment par l'OAS. Par exemple, il faut savoir que les grands départs, parce que les accords d'Évian prévoyaient ce que prévoyait la déclaration de novembre 1954, c'est-à-dire un État démocratique et social sans distinction de race ni de religion. Mais c'est l'action de l'OAS, l'action terroriste de l'OAS qui a terrorisé justement les Européens et qui les a contraints en masse à quitter l'Algérie. Ça n'a jamais été ce qu'on avance souvent, notamment dans certains milieux français, c'est que c'est l'action du FLN et la terreur algérienne qui a fait ça, mais il faut un peu nuancer les propos. Alors, M. Qassimi, vous êtes toujours avec nous. Je voudrais revenir justement sur la question de l'OAS qui a un petit peu terni ou noirci justement les pourparlers des accords d'Évian, mais ça n'a pas empêché le référendum pour l'indépendance. Si vous me permettez, oui. je regarde sur juste la question des conséquences du dossier Sahara. C'est ce qu'on a vu en 2007 aussi, avec ces retombées de la tentative de construire le grand État du Sahara. Donc, ça a été l'une des conséquences du dossier du Sahara que la France a toujours voulu garder ou faire fructifier à son profit. Pour le dossier de l'OAS, bien sûr, l'OAS a essayé d'empêcher le déroulement soit des négociations, et il a utilisé tous les moyens nécessaires, soit les moyens de terroriser les Algériens et même les Européens qui sont acquis à la question de l'Algérie, par les bombes, par les tueries, par les assassinats qu'ils ont fait. Et il avait aussi utilisé d'autres moyens, les moyens médiatiques. Et il faut signaler il y avait des journaux, il y avait des... Ils ont tout fait pour gagner la confiance du peuple algérien, toujours sous l'égide de FAF, de Front, de l'Algérie française. Ils ont essayé d'envoyer à quelques hommes bien précises des textes pour les faire gagner à leur cause. Les moyens médiatiques aussi, ils sont utilisés parmi les radios, c'est-à-dire les émissions de radio qu'ils vont diffuser. L'OAS a tout fait pour empêcher l'Algérie à accéder à son indépendance. Merci. Ici, on doit signaler aussi le rôle Monsieur de Qassimi. l'organisation et le rôle, je m'excuse, le rôle de Krim Belkacem et Belkhadda. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans les négociations avec l'OAS avant le référendum. Avant le référendum, donc ce qu'on appelle le gouvernement rocher-noir sous la présidence d'Abdel Fattah. Merci. Donc, ceci avait vraiment... Oui, monsieur Qassimi, merci pour votre intervention. C'était important justement de préciser le rôle déterminant des négociateurs, à leur tête Karim Belkacem, mais également Reda Malek et tous les intervenants, les diplomates, mais aussi les révolutionnaires, puisque avant d'être à la table des négociations à Évian, c'était des révolutionnaires qui avaient combattu pour l'Algérie indépendante. Alors, je reviens à monsieur Léopold Lambert, directeur de la revue Félombéliste. Monsieur Lambert, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Oui. Alors, 60 ans après, on sent toujours que le thème de la guerre d'Algérie a un impact considérable sur la scène politique française. Aujourd'hui encore, la guerre d'Algérie
fait partie du débat entre les candidats pour l'élection présidentielle française. Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi voir dans quelle mesure la révolution algérienne ou la guerre d'Algérie est aussi là sans être nommée parfois, parce que je pense qu'il y a ce qu'on peut voir un petit peu dans les politiques françaises islamophobes qui vont vraiment de l'extrême droite à toute une partie de la gauche. Sont aussi issus de la relation entre la France coloniale et l'islam en Algérie en particulier, enfin dans d'autres colonies également, mais je pense en Algérie en particulier. Et donc j'ai envie de dire qu'en fait la révolution algérienne est présente même sans parfois être nommée, donc pas juste dans la mémorialisation ou ce genre de choses, mais dans un petit peu la manière dont la France a créé une idéologie islamophobe et qui est on ne peut plus active toujours aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Lambert, de votre intervention. Le thème justement de la guerre d'Algérie et également surtout les accords d'Évian ont été largement médiatisés dans les revues, Le Point, L'Express, mais également Le Monde cette semaine, et on a vu également des documentaires sur les accords d'Évian et le débat qui s'est installé entre les candidats à l'élection présidentielle française. Merci beaucoup, Monsieur Lambert. Je ne sais pas si monsieur Olivier Decour, Grand-Maison, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Alors, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur l'impact des accords d'Évian sur le fait historique entre la France et l'Algérie. Et plus précisément, c'est-à-dire sur les commémorations... Sur les commémorations qui restent 60 ans après. Justement, la page n'est pas encore tournée. Il y a toujours des tensions vives entre les historiens sur certaines questions, sur la mémoire, mais également sur certains faits historiques ou certains faits de la guerre qui n'ont pas été soit déclarés, soit reconnus. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, les travaux qui ont été conduits par des historiens, mais aussi par toutes celles et tous ceux qui, qu'ils soient historiens, politistes ou juristes, ont travaillé sur la période coloniale de l'Algérie et sur la dernière guerre en particulier. Il faut distinguer cela d'une part, et d'autre part, les débats, mais qui sont à mon avis plutôt d'ailleurs des polémiques entre responsables politiques français dans un contexte exacerbé notamment par une échéance électorale majeure qui est évidemment l'élection présidentielle à venir. L'histoire, elle est pour l'essentiel écrite. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher, à travailler, à publier, mais l'essentiel est désormais connu. Et ce qui manque encore, et de ce point de vue-là, j'ai tendance à considérer que le discours qui vient d'être prononcé par le chef de l'État à l'occasion du 19 mars, pour le 60e anniversaire, est de mon point de vue, une fois encore, une parole insuffisante, parce que on aurait été en droit, celles et ceux qui, en France, mais également en Algérie, héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, et Français mobilisés pour la reconnaissance des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, on aurait été en droit d'attendre qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire des accords d'Évian, ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité soient enfin reconnus. Ça n'a évidemment pas été le cas. Ce n'est pas pour me surprendre, parce que, encore une fois, il faudrait être assez naïf pour penser qu'Emmanuel Macron va prendre le moindre risque à l'occasion de ces commémorations et à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles en France. Voilà, monsieur Lecour Grand-Maison, merci beaucoup pour votre intervention. On regrette que vous interveniez un petit peu tardivement dans l'émission pour des raisons techniques, mais on espère vous revoir bientôt sur justement la chaîne Al24 pour intervenir sur des faits historiques bien précis. Merci Sofiane pour votre intervention. Merci à monsieur Qassimi et monsieur Lambert pour leur intervention. Voilà, cette émission consacrée au 19 mars et les accords d'Évian
est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et restez branchés sur Al 24 News.